Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, semaine numéro 37 et ça avance vite, hein, on va pas se mentir, mais cette semaine, un brief un petit peu particulier parce que vous l'aurez constaté, en tout cas vous allez le constater, ça y est, enfin le Dumb Money Sentiment, en tout cas la partie Dumb Money Sentiment de mon dashboard est enfin de retour. J'ai pu enfin corriger ce bug depuis le temps, qu'il était là et du coup aujourd'hui on va faire un petit focus un petit peu sur cette partie-là et à quoi elle va servir, enfin à quoi elle a toujours servi parce qu'évidemment moi même si j'avais pas cette information display sur le dashboard, c'est une information que j'avais quand même, hein, j'allais la récupérer juste à la source dans le blog de DailyFX. Bon bref, on va en reparler de tout ça un petit peu aujourd'hui, un petit peu plus en emphase. Le titre le dit déjà, hein, la conclusion c'est tout simplement faites attention encore une fois avec ceux qui essaient de timer leurs investissements. Je vous rappelle que dans ces émissions hebdomadaires qu'on fait, on garde toujours donc un framework entre guillemets macro qui permet de regarder un petit peu la structure générale de marché et les thèses d'investissement, sont-elles validées, invalidées ou toujours en phase d'hésitation. Et on garde ce rythme constant d'analyse hebdomadaire, avec donc d'un côté l'analyse graphique et de l'autre côté l'analyse fondamentale, le mieux étant quand évidemment les deux tendent à converger. Le problème, c'est toujours de timer le marché. Je vous rappelle que c'est très rare en fait les moments où le marché est purement aligné. C'est généralement que dans ce cas-là, il y a des tendances très fortes. En plus de ça, en guise d'intro, je tiens à vous rappeler quand même que ça fait des semaines, des mois, presque maintenant près de 2 ans, post-Covid, que je vous baragouine que la suite, c'est de la stagflation et qu'il n'y a pratiquement aucune chance qu'on aille autre part. Qu'il y aura des moments où on va penser qu'on va s'en sortir bien, le fameux no landing, et d'un autre côté, il y a des moments où on va être sûr d'être au bord du gouffre et que tout va s'écrouler, la déflation. Et qu'on allait probablement osciller entre les deux avant de se résoudre à dire bon fuck, au final c'est stagflation. Bon, j'ai l'impression qu'on a un peu tapé les deux côtés, c'est-à-dire on a eu effectivement la peur horrible de cette déflation, puis derrière le no landing avec les fameuses 10 actions américaines, AI mania et toutes les conneries du genre qui allaient nous sauver le monde. Et là en final on va peut-être se résoudre enfin à la stagflation. Mais du coup quel est le type d'environnement qui va avec ça? On va le voir. Donc quels sont les data types qui devraient confirmer ce truc-là? Et là encore attention à pas essayer de timer le marché, mais pas oublier l'autre cas de figure. C'est de dire, parmi ces thèses d'investissement, il y a aussi le dumb money sentiment qui fait partie pour moi de l'équation. Dans ce dumb money sentiment, personnellement, ce que je regarde, c'est pas ce qui se trouve au milieu. C'est plus toujours, je regarde les extrêmes, au niveau des 90e percentiles et autres. C'est de dire, dès que j'ai des trades qui sont très symétriques, chez les dumb traders, alors quand je dis dumb traders, c'est pas vraiment qu'ils sont cons, c'est juste de dire, ce sont des gens qui généralement ont les biais de débutants classiques. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, quand ils sont massivement et très symétriquement, asymétriquement pris dans un trade, comme c'est par exemple le cas sur le silver, et on voit de l'autre côté que c'est par exemple les paires en yens, sur lesquels ils sont très très à la vente, ou en tout cas beaucoup plus marginalement vendeurs qu'acheteurs. Ils ont donc une conviction très forte que le yen va s'apprécier, par exemple. OK? Et du coup, ils vendent les paires en yens. Bon, c'est ce qu'on voit. D'un autre côté, on voit qu'effectivement, silver, ils sont très très bulles. Ce que l'histoire m'a toujours appris avec ces sentiments-là, c'est que d'une part, la plupart du temps, c'est là que se trouvent les meilleurs trades, d'accord? Ce sont les convictions fortes, c'est-à-dire que les retails ont souvent raison, mais comme ils parient avec l'argent qu'ils n'ont pas, ils ont d'abord tort avant d'avoir raison. Ça veut dire que la plupart du temps, ça me permet de savoir quels sont les vrais bons trades swing, mais aussi de me dire attention, le timing, c'est pas maintenant. Parce que le broker va probablement se mettre contrepartie. Alors, je vous explique pas tout là-dedans, mais bon, voilà, bref, pratiquement tous les brokers se sont toujours fait épingler à tricher sur les contreparties. Bref, à partir du moment où il y a un peu trop de gens qui font un truc, on fait rien ou on fait l'inverse, et dans un environnement à fort taux d'intérêt, ce qui est exactement le cas de la stagflation, ben en soi, le broker, il est surtout très, très, très incentivé à rien faire. C'est-à-dire que là, ça lui rapporte tellement de ne pas faire monter le silver qu'en fait, dans les trois conventions de marché, d'accord, le prix monte, bouge pas trop ou baisse, d'accord, entre guillemets, range, tendance haussière, tendance baissière, et ben là, le broker, il est incentivisé à surtout pas produire une tendance haussière. Ça veut dire, il va essayer éventuellement de casser des supports, mais ça va être compliqué. Dans un marché qui a une valeur qui monte, je vous rappelle, nous, sur les time frames qu'on analyse en hebdomadaire, l'arbitrage du broker, il n'a pas vraiment d'intérêt, hein, d'accord? On est sur des trades qui peuvent prendre de 2 à 4, 5, 6 trimestres avant de délivrer des validations ou invalidations. Donc, c'est des trades très longs. Sur ces time frames-là, concrètement, le broker, il peut pas, il a très peu de probabilité de vraiment jouer l'arbitrage. Mais là, ce que ça nous dit, c'est qu'à court terme, en tout cas, le broker, il a tout sauf intérêt à casser des résistances. Il a plutôt intérêt à, comme il ne peut pas vraiment casser les supports, vu que la tendance de base est plutôt haussière, en tout cas les flux sont plutôt haussiers, mais par contre, il peut maintenir les prix. Et c'est ça que fait le broker. Il fait tout pour maintenir les prix sur le silver. Et la logique pour moi qui défend ça, c'est surtout cette très forte asymétrie de trade acheteur chez les particuliers. Et tant qu'ils resteront acheteurs, le broker va probablement bloquer tout franchissement de résistance. Ça ne veut pas dire que votre silver il est bear, ça veut juste dire qu'en tout cas il ne sera pas haussier tant qu'il y aura trop de gens qui tradent à l'achat.
Et ça va forcer le broker à maintenir les prix dans le range, voire essayer de casser un peu les supports, souvent pas bien longtemps, mais juste aller passer des mèches pour aller choper des stop loss. Ce que cette information me dit surtout, c'est que là, il faut être con pour aller foutre des petits stops sous les supports du silver. Parce que clairement, vous faites que attirer le market maker là-bas. En tout cas, lui, il est très attiré sous les supports, il aimerait bien y aller, il pourra difficilement y tenir, mais il aimerait bien y aller. Et en attendant, il a tout sauf envie de voir les prix casser des résistances. Voilà ce que me dit le silver, raison pour laquelle, à court terme, semaine après semaine, il ne faut pas être surpris pour ma part de voir Silver bloqué dans ces zones, voire peut-être essayer de casser des supports. Parce qu'en tout cas, tant que les traders sont si massivement à l'achat, c'est ce qu'ils risquent de vouloir faire. D'un autre côté, on voit bien que c'est la même chose pour les paires. Donc attention en fait à ces deux zones un peu extrêmes qui peuvent effectivement à court terme altérer les sentiments techniques de court terme. Par contre, normalement, ça ne change pas les tests de moyen terme. Et je vous dis d'expérience, c'est souvent d'ailleurs là que se trouvent les meilleurs trades. Maintenant, je dis, moi, cette année, je ne touche pas l'yen. Par contre, le silver, je suis dedans déjà et je suis ni validé ni invalidé, donc je ne touche pas. Voilà. Mais par contre, c'est clair que je vais être plus prudent sur le silver puisque pendant un moment donné, j'espérais qu'il allait enfin sortir. Je ne rappelais pas, par exemple, le pétrole, pendant un long moment, était lui aussi très haut dans ce classement. Et vous voyez que dès que le pétrole monte un peu, généralement, les traders à l'achat vendent. C'est le trade contrarien de base. Bref, c'est de dire pour moi, tant que Silver donc, reste dans ces très fortes dichotomies d'exposition haussière, il a toutes les raisons de ne pas casser les résistances et ça ne me dérange donc pas. Je suis donc patient. Voilà. C'était la petit brief d'introduction. Voilà. Bon, sinon le reste, pas de grands changements, d'accord. On est toujours sur le même truc. On attend des CPI cette semaine. On va regarder tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? En termes de sentiments, c'est toujours relativement neutre positif sur l'aspect smart money. Et je vous rappelle, ici, on regarde des indicateurs très variés. C'est le Fear and Greed Index. Il regarde plein de trucs, la volatilité, la distribution, le spread entre les actifs à risque et pas à risque. Bref, on va dire on est sur une mesure du marché un petit peu plus rationnelle que de regarder ce que les gens pensent sur Twitter. D'un autre côté, le crypto Fear and Greed, mais version crypto, on voit ici, c'est beaucoup plus nuancé. C'est-à-dire qu'ici, on n'est pas dans la neutralité légèrement positive, on est dans cette forme de neutralité légèrement négative et on n'a toujours pas atteint la positive attitude qu'on a vue par contre sur le marché action. Très concentré justement sur nos fameux top 10. Okay, donc on fait attention, pour l'instant, c'est de dire il y a bien toujours cette dichotomie entre les cryptos. Okay, en termes de calendrier économique cette semaine, donc CPI aux États-Unis plus la BCE, et c'est à peu près tout ce qu'on attendra cette semaine. Allez, pour le reste de nos indicateurs, ça va toujours en tendance baissière, enfin en consolidation, c'est-à-dire qu'on est en renversement de la très très longue phase de construction haussière des positions reverse repo, dont on s'était franchement étonné d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est vraiment en train de baisser, mais on verra, la liquidité nette n'arrive pas dans le marché puisque tout simplement ça sert à collecter les treasuries. Donc on a simplement un mouvement des fluides d'un récipient vers l'autre, mais ce n'est pas de la liquidité disponible nette pour le marché. Le Max Payne, puisque donc on l'avait dit, on a une expiration trimestrielle à la fin de cette semaine, donc les 4 sorcières ce vendredi, ce qui pourrait causer de la volatilité, mais en attendant, ça peut surtout causer ça peut surtout forcer le market maker à maintenir les prix au-dessus du Max Payne, puisqu'on le voit bien ici, les IV skew, enfin c'est une dérivée ici, on va dire, du volatility skew, qui nous montre bien qu'il y a beaucoup plus d'exposition en put sur le S&P 500 que d'exposition en call, et en plus une large partie d'entre eux sont carrément out the money. Donc il n'y a aucun intérêt pour le broker à avoir baissé les prix en termes de timing. Ça veut dire, là, à l'échéance de vendredi, le broker, il a tout sauf intérêt à faire baisser les prix. Là où ça lui rapportera le plus, c'est de maintenir les prix au-dessus de 44 100. Voilà, tout simplement. Côté Trueflation, là, la seule chose qu'on regardera par rapport au chiffre qui va donc sortir cette semaine, qui est attendu à 3,6, est-ce que du coup, il va sortir à 3,6? Et si c'est le cas, ça va réaugmenter le spread entre donc notre mesure non officielle et la mesure officielle. Donc, on va voir le chiffre. Surtout, ce qui va m'intéresser, c'est la modification en fonction de ce chiffre, de ces probabilités-là. C'est-à-dire, là, sur la rendez-vous de septembre, tout le monde, à peu près, et de façon très significative, s'attend à ce qu'il ne passe rien au niveau de la Fed. La question, c'est dans ce cas-là, est-ce que ces probabilités pour le mois de novembre vont changer ou non? C'est vraiment ce chiffre-là que je regarderai avec vous la semaine prochaine. Côté crypto, c'est la même chose, c'est toujours pareil. Là, le sentiment, c'est extrême, d'accord? On est dans des zones extrêmes de sentiment où tout, c'est de la merde. Restez sur Bitcoin, regardez de toute façon ce qui se passe sur les autres. Moins 40, moins 50, moins machin, moins bidule. C'est l'enfer. En fait, il n'y a plus que Bitcoin dans ce marché. Vendez vos altes. C'est de la merde. Fuyez, pauvres fous. Restez sur Bitcoin. C'est l'actif le plus sûr. Tout comme je vous dis souvent, justement, c'est le plus con. En fait, dans le bas d'un oscillateur, et la probabilité, c'est au pire, on reste là, mais on finira par se retourner. Donc, c'est juste de dire, c'est pas le moment de prendre ce pari Bitcoin. Ça fait aucun sens. Par contre, oui, vous pouvez le prendre à l'horizon 1-2 semaines.
mais en termes d'allocation de valeur sur un portefeuille, c'est tout sauf le moment de vous décider à ben non, au final, mes alts, c'est de la merde, je vais acheter du Bitcoin. Non, par contre, j'ai toujours dit, ceux qui achètent des shitcoins, ça ne marchera pas non plus. Il n'y a pas de place pour tout le monde, il n'y a pas de market share pour 70 actifs crypto qui ont de la valeur. Donc attention à bien identifier vos poches de market share. Je vous ai donné pour ma part tous les modèles que j'utilise pour ce faire, sans vous dire ce que vous deviez faire, ce n'est pas des conseils en investissement, mais juste vous montrer comment on construit des modèles de valorisation pour choisir des allocations d'actifs. Après, évidemment, on a tort, on a raison, et on réajuste le portefeuille à travers le temps. Mais par contre, il ne faut pas aller au gré des vents de « Ah putain, cette semaine, tel YouTuber a publié un truc qui a l'air génial sur cet actif, donc je bouge ». Non, non. On est sur des time frames longs. Ça veut dire que la plupart du temps, votre portefeuille ne doit pas vraiment changer. Vous devez reparler de pondération. C'est ce que je fais devant vous depuis plusieurs semaines. Vous montrer, moi, en fait, ça fait pratiquement un an que ma pondération de portefeuille n'a pratiquement pas bougé, ou très peu. Tout simplement parce que quand ça bouge un peu trop significativement, le seul sentiment que j'ai, c'est de repondérer dans ce que j'avais avant. Et ça ne bouge donc pas beaucoup. C'est très inconfortable, évidemment, parce que tout le monde aimerait avoir des réponses immédiates et tout le monde aimerait timer ce marché. Et c'est bien le sentiment, la raison pour laquelle j'oriente le contenu de cette semaine sur ce truc-là. Attention avec ces délires de timer le marché. Voilà. Je trouve toujours ça extrêmement dangereux. Pour ma part. Si on regarde effectivement notre ami le S&P 500, si on résume tout ce qu'on a connu, d'accord, c'est de dire on a d'un point de vue liquidité absolument rien qui se passe. Vous avez d'un côté ceux qui vous disent de toute façon c'est QE to infinity, ils ne pourront pas faire autrement. Bon, je vous l'ai dit, il y a plein de facteurs ici qui montrent que ce n'est pas le cas. On est passé de très extrêmement haussier à extrêmement baissier, égal on va probablement ranger dans la zone. Donc déjà, l'aspect déflationniste, comme on l'a dit, paraît très peu probable. Sur des contextes hebdomadaires, on est là, on a des moyennes qui remontent sur les unités inférieures. Bref, quand même pas mal de chances ici qu'on trouve un plancher. Voilà. C'est de dire on aura du mal à tenir des valorisations plus basses, ou alors on va devoir se poser de nouveau le risque de la stagflation, le risque de la déflation. Ce qui semble quand même, encore une fois, assez peu probable, on ne va pas se mentir. Donc pour l'instant, on est toujours bloqué dans ce statu quo de dire il y a probablement de l'argent qui va être créé, mais ils vont tout faire pour le diriger d'une certaine façon, pour éviter de gonfler des bulles spéculatives, contrairement à ce qu'on a vu en 2021 et 2020, où c'était, on n'a pas le temps de réfléchir, allons-y, inondons. Voilà. Bon, toutes les conséquences que ça a, dont on a dit, il y a beaucoup d'argent qui a été très mal alloué, ce qui va probablement causer de la stagflation, etc. etc. Bon, on y est aujourd'hui, on commence à arriver, on voit évidemment beaucoup de retard sur les data, hard data, c'est-à-dire que côté chômage, on voit toujours pas, alors on voit des signes de bottom, mais les hard data, type taux de chômage, etc., tardent toujours à confirmer la stagflation. Côté inflation, il me semble qu'on a confirmé, on voit bien que le bottom est en place et tente à se confirmer. Donc, il nous reste encore un petit peu de retard sur la data au niveau du marché de l'emploi américain. Mais si ce n'est que de l'autre variable, la liquidité, on est plutôt sur une zone où effectivement on s'attend à un regain de liquidité, probablement justement par rapport à la détérioration de ce marché de l'emploi. Il ne faut pas oublier probablement pour ma part, une large partie de l'argent qui va être dépensé, il ne sera pas dépensé pour financer des achats à la con de marché actions et de gens qui vont se leverager dans les produits financiers, mais plutôt à mon avis de gens qui vont se retrouver au chômage et à qui il faudra bien garantir le minimum vital pour bouffer. Donc il s'agit bien de dire, il y a probablement de l'argent qui va être créé, parce qu'avec les taux d'intérêt actuels, il ne faut pas croire qu'un chômeur il va être payé comme ça à partir de bénéfices et des taxes. Il n'y a pas de taxes qui rentrent ou moins de taxes qui rentrent avec le ralentissement économique. Et d'un côté, les dépenses gouvernementales vont probablement augmenter avec le chômage. Donc il s'agit bien d'être réaliste, de dire oui, il y a bien de l'argent qui va être créé, très clairement. Cet argent il va être créé avec de la dette, et cette dette, il faut bien que quelqu'un la finance. Comme on a un dollar et on a un monde qui se dédollarise, c'est probablement pas de la dette extérieure qui va être levée, c'est probablement de la dette nationale, et pour ça, évidemment que ça dévalue le dollar. C'est juste mécanique. Donc il s'agit bien de comprendre qu'évidemment qu'il y a des nouveaux dollars qui vont être créés. Face à ça, la question c'est quel est le supply de l'actif en face. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bref, donc attention encore une fois, les narratifs très simples de juste détruire le dénominateur égale crypto to infinity, ça me paraît compliqué. Voilà. Mais d'un autre côté, il est clair et net que continuer dans le délire d'évaluation, etc., ça paraît peu probable. Voilà, à ce stade-là, il y a quand même peu de chances que l'économie américaine reparte sans aucun problème. Voilà, donc ça, c'était les choses qu'on devait noter sur le fonda. On a toujours évidemment des courbes de taux inversées, ce qui ne font que nous soutenir ces thèses. On n'oublie pas évidemment donc qu'on a une très forte dichotomie sur deux types de courbes de taux, les courbes de taux court terme et les courbes de taux long terme, suggérant qu'évidemment, on est dans un système et dans un moment du marché où ça va durer longtemps. D'accord ? On va y passer du temps dans cette zone de stagflation et il paraît assez peu probable de voir l'émergence d'une crise déflationniste éclair hors de ces systèmes-là. En tout cas, pour l'instant, on n'en voit pas l'horizon. Il faudrait commencer ici par casser des supports, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Donc pour ma part, il n'y a pas d'alarme tant qu'on ne vient pas casser un support précédent au niveau de la partie longue des courbes de taux.
Voilà. Quant à ce qui se passera à court terme, tout se tourne aujourd'hui sur les taux à 10 ans pour savoir si oui ou non on va réussir à clôturer au-dessus des 4,40. Pour ma part, comme je vous dis, on a regardé les time frames de court terme, ils suggèrent tous que ça paraît assez peu probable, et quand on regarde les hausses de taux, on s'attend effectivement à aucune hausse de taux, mais le risque, potentiellement, d'en manger une en novembre. Ce qui effectivement ne serait que problématique, puisque ça resterait le marché, donc ça laisserait le marché dans ce schéma-là où, entre guillemets, on a une sur deux où on fait rien, et voilà. Mais comme je vous dis, il y a bien un moment donné où la Fed va s'arrêter. La question, c'est toujours, vous avez des gens qui parient à chaque fois pour dire c'est la fois prochaine, ou c'est la fois d'après, ou c'est machin. Moi, je dis juste, de toute façon, la courbe, elle est claire qu'on va finir par trouver le plateau, puis on va y rester au moins un an. Donc, c'est exactement ce que la Fed a dit. Maintenant, il y a des gens qui parient pour dire c'est maintenant qu'on s'arrête. Bon, ça m'a toujours paru un petit peu dangereux de jouer sur ce truc-là. Par contre, de dire effectivement on est plutôt sur la fin qu'au début en termes de hausse de taux, ça par contre ça fait du sens. Voilà. Donc attention toujours pareil à ceux qui veulent timer le marché de façon précise. On parle bien dans ce cas-là de trading face à l'investissement. Dans l'investissement, on ne time pas son trading, on essaie juste de trouver des zones de valeur. Et effectivement, il y a quand même une notion de timing. Attention, loin de moi de dire on trade contre les cycles et tout ça. Mais après, il faut bien être rationnel. Quand on parle de time frame hebdomadaire, voire mensuel, l'incertitude du timing, elle peut se baser sur 3 à 6 mois. On ne parle même pas ici, à ce stade-là, d'une erreur de gestion. Être rentré 6 mois trop tôt ou trop tard sur un investissement, ça n'a rien à voir avec un retard sur le timing. C'est juste de dire c'est de l'incertitude liée à l'incertitude des marchés financiers. Le gars qui achète en bas et qui vend en haut parfaitement sur les time frame swing, moins du courage, moi j'en connais aucun. Donc vous faites comme vous voulez. C'est juste de dire attention, effectivement, on ne mélange pas les deux, mais sur de l'investissement, on ne cherche pas à avoir le timing parfait et à entrer tout en bas. On prend l'incertitude relative à ce marché. Je vous parle souvent de la taille du canal de tendance. Voilà. Donc pour l'instant, on est ici et à mon sens, on ne voit pas de chance pour y bouger. Notre ami Silver qu'on mentionnait juste avant, lui, il ne veut pas casser sa résistance. C'est clair, parce que de toute façon, au-dessus de 26, c'est ce qu'on disait par exemple pour le pétrole. Quand on casse la résistance, regardez qu'est-ce qui se passe. Ici sur le pétrole, évidemment, tout de suite, tous ceux qui étaient à l'achat deviennent à la vente. Et hop, vous avez un sentiment qui, dans la partie haute du range, passe vendeur. Et tout à fait, le pétrole peut continuer de monter et vous verrez de plus en plus de vendeurs s'y opposer. La réalité, c'est qu'effectivement, vous avez probablement ici affaire à un range. Et que la valeur réelle du pétrole, et c'est ce que nous dit de toute façon l'analyse à faible risque, c'est qu'on converge effectivement plutôt vers une fin d'année et l'année prochaine, grosso merdo, vers les 80-90. Et qu'en attendant, on peut racler tous les cons qui veulent vendre trop vite, tout comme ici, on raclait tous les débiles qui vendaient sur les bas de range. Pour ma part, c'est la base. Ici, tout le monde était vendeur de pétrole, d'accord? Ça faisait aucun sens. Voilà. Moi, je vous l'ai dit, ici, pardon, les retail étaient à l'achat de pétrole, ils avaient raison, mais il fallait être patient. Maintenant qu'ils commencent à avoir raison, ils renversent leur position. C'est ça que je vous dis, par contre, ne faites pas sur un truc comme Silver. Silver, vous avez probablement raison aussi, mais si vous commencez à vous convaincre que ça monte trop vite ou que ça monte pas assez vite ou que je sais pas, et que du coup à 26 vous arrivez à vous convaincre à récupérer vos profits puis à vendre, vous allez faire les mêmes conneries que ce que sont en train de faire les gens actuellement sur le WTI. Donc attention encore une fois à bien rester dans le cadre de vos investissements. D'accord? Le timing et le momentum et tout ça, c'est vraiment l'affaire de ceux qui jouent sur le temps, sur la valeur temps. Et dans un environnement de stagflation avec des taux d'intérêt élevés, celui qui a la meilleure chance de capter le temps, c'est le broker, pas le trader. Donc il faut être honnête, moi ça fait déjà 2 ans que j'ai compris qu'il fallait calme sur le trading, soit réduire les tailles de position, soit essayer d'être plus souple sur le timing des trades et même des investissements, parce que cette variable temps, c'est le broker qui va la contrôler et Dieu sait qu'il va tout faire pour vous baiser la gueule. Voilà. Donc, faire attention, encore une fois, à cette notion temporelle sur vos investissements. Pour les cryptos, c'est la même chose. Il y a une très large partie de gens qui utilisent des produits dérivés sur les cryptos, encore, malgré tous les avertissements, pour dire qu'il ne faut surtout pas le faire. Et évidemment, une large partie d'entre eux sont quand même exposés à l'achat. Maintenant, ce qui est assez rigolo, c'est qu'une fois que derrière, ils se font péter les stops, ils arrivent à se convaincre de vendre sur les supports. Donc c'est quand même assez dramatique de dire, bon sang, c'est quand même dingue d'arriver à pas se résoudre à regarder ces graphiques de long terme. C'est là que se trouve la valeur, c'est-à-dire c'est là que les arbitrages de court terme et que la valeur temps n'ont que très peu d'intérêt. Quand en plus de ça, concrètement, vous avez affaire à des actifs dont toutes les stratégies montrent que les stop-loss devaient être à zéro, à partir même en fait d'achat, si je prends le Bitcoin, à partir du 9 mai, entre guillemets, n'importe qui pour moi a acheté du Bitcoin à moins de 30 000 $ depuis le 9 mai, toutes les stratégies en question avaient toutes des stops à zéro. Donc, quel était l'intérêt d'acheter avec la marge, etc., pour ceci, pour cela, pour en acheter plus que ce qu'on devrait, parce que je veux devenir plus riche, je veux être comme les autres sur les réseaux? Non, pour moi, je l'ai dit et je le redirai jamais assez, je comprends toute personne qui a eu une stratégie d'achat sur le Bitcoin à moins de 30 000 $ depuis le mois de mai 2022. Voilà.
Ça veut dire que ces personnes-là, aujourd'hui, il y a que des aspects psychologiques qui les incitent à penser qu'ils ont fait une erreur. Pour ma part, c'est pas une erreur de gestion, c'est juste de dire, bah, vous avez pris un risque, vous pensez que Bitcoin vaudra plus de 60 000 $, vous êtes prêt à prendre un ratio 1 pour 1, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, laissez le temps au temps à cet investissement de délivrer le fruit de son risque. Sinon, bah, vous faites du trading avec des investissements.